Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le journal. Voici les titres de cette édition. Pour donner une chance aux jeunes qui viennent de sortir de l'école, le gouvernement bruxellois veut élargir les conditions d'accès aux stages de transition en entreprise. Pour l'opposition, cette piste n'est pas la bonne et favoriserait une précarisation de l'emploi. À la veille du référendum organisé en Grèce, la population grecque apparaît divisée. Hier, deux grandes manifestations à Athènes, 25 000 personnes pour le non et presque autant pour le oui. Comment résister à des températures qui frôlent les 40 degrés quand on a chaud soi-même et qu'en plus bébé s'annonce en période de canicule? Les femmes enceintes font partie des groupes à risque. Près de 30 000 témoins de Jéhovah en congrès pour 3 jours à Gand. Au programme conférences, lectures, projections de films et baptêmes de 160 nouveaux adeptes. Et puis en sport, début aujourd'hui du Tour de France. Au menu de la première étape à Utrecht, aux Pays-Bas, un contre-la-montre individuel de près de 14 km. Portrait de ceux qui font figure de favoris, ceux qui pourraient succéder à Vincenzo Nibali. À l'heure où des milliers de jeunes qui ont terminé l'école arrivent sur le marché de l'emploi, une question. Les stages en entreprise représentent-ils réellement une porte ouverte sur le marché du travail à Bruxelles? Pour le ministre bruxellois de l'Emploi, Didier Gozouin, cela ne fait aucun doute. Pour l'opposition, en revanche, c'est beaucoup plus nuancé. On voit tout cela en détail avec Rachel Crivellaro. Le stage de transition en entreprise, c'est la formule concoctée par la région bruxelloise pour ces jeunes chercheurs d'emploi. Une formule qui coûte 200 € à l'employeur et rapporte 860 € de rémunération aux jeunes. L'objectif évidemment favoriser l'insertion professionnelle d'un public peu qualifié. Mais le dispositif fait débat, on pourrait même parler d'un tir de barrage. Si on laisse les stages remplacer l'emploi, c'est les mêmes jeunes qui, lorsqu'ils auront fini leur stage, taperont à la porte de l'employeur, qui diront écoutez, je préfère engager un stagiaire à 200 € à vous qui va aller me coûter beaucoup plus. Donc l'objectif doit être double. En même temps, permettre aux jeunes d'acquérir plus de compétences, mais aussi ne pas détruire de l'emploi à Bruxelles. C'est un stage pour 6 mois, ça ne garantit pas l'emploi. L'employeur va faire des jobs carousel. Donc on épuise un jeune stagiaire pendant 6 mois et on reprend un autre dans la file d'attente et vice-versa. Et donc voilà, on voit bien qu'ici, il n'y a pas du tout de création d'emploi et c'est plutôt sur la file d'attente, chaque jeune va remplacer un autre et ainsi de suite. Mais le ministre bruxellois de l'Emploi ne l'entend pas de cette oreille. Certes, le chômage des jeunes a un peu baissé ces derniers temps à Bruxelles, mais il reste une plaie béante, en particulier en cette fin d'année scolaire, et que de nombreux jeunes s'apprêtent à essayer d'entrer sur le marché de l'emploi. Il n'y a aucune entreprise qui va vivre sur des stagiaires, pas du tout. C'est l'engagement à la fois de l'entreprise d'accompagner un jeune et de le former. Une entreprise qui ne fonderait son activité que sur des stagiaires, c'est une entreprise qui ne vivrait pas très longtemps. Non, pas du tout. Il faut aussi voir les entreprises comme des partenaires de la formation. Et ça, c'est une philosophie que d'aucuns, au PTB notamment, ou chez Écolo, ils n'ont pas. Qu'il faille traquer des abus de certains employeurs qui en profitent, ça c'est sûr, mais c'est minoritaire, ça ne doit pas, c'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt. Malgré ces divergences, le stage de transition est donc appelé à se développer. Les conditions d'accès seront en effet élargies. Il devrait notamment être accessible jusqu'à 30 ans. En Grèce, les préparatifs vont bon train en vue du référendum organisé demain. La consultation porte sur les projets de réforme proposés par les créanciers de la Grèce en échange de leur aide financière. A priori, la question posée aux Grecs est simple. Êtes-vous d'accord avec ces propositions formulées en date du 25 juin? Pour le gouvernement en place, un non à cette question servirait à être mieux armé pour la poursuite des négociations avec les créanciers. Mais la population grecque, elle, semble divisée. Hier, manifestation des partisans des deux camps, rassemblement massif à Athènes. Frédéric Gersdorf. À gauche, les sympathisants du oui, ils sont 22 000. À droite, ceux du non, ils sont 25 000, rassemblés sur la place Syntagma à Athènes, avec en chauffeur de salle le Premier ministre Alexis Tsipras. Dimanche, nous allons décider de vivre dignement en Europe, d'aller vers plus de prospérité et d'égalité. Dans la foule, le ministre des Finances, salué en rockstar. Le gouvernement appelle donc à voter non aux réformes proposées par l'Europe et les créanciers de la Grèce. Nous nous battons pour que les étrangers ne nous volent pas notre futur.
Les mesures d'austérité ont échoué, les recettes ont échoué. Nous avons besoin d'un changement en Europe. À 1 kilomètre de là, devant l'ancien stade olympique, les partisans du oui favorables à un nouveau plan d'aide. Les drapeaux européens sont agités. À la tribune, l'animateur de télévision, Nikos Aliagas. Bonjour à tous, Athènes, en Europe. Nous allons voter oui, un grand oui, parce que c'est le seul espoir pour la Grèce. Je veux présenter aux Européens, à toute l'Europe, nos excuses pour le gouvernement que nous avons. Il n'exprime pas la volonté du peuple grec. Plus tôt, dans un autre duel, télévisé cette fois, l'ancien Premier ministre Samaras, partisan du oui, et Alexis Tsipras s'adressaient au peuple grec. Un non à ce plan ne signifie pas une rupture avec l'Europe. Cela signifie la poursuite des négociations avec de meilleures conditions pour le peuple grec. Quel que soit le résultat, le gouvernement nous dit qu'il va obtenir un accord en 48 heures, ce qu'il n'a pas réussi à faire en 5 mois. Évidemment qu'il n'arrivera pas à un accord dans les 48 heures après le référendum. À moins de 24 heures du vote, les sondages donnent le oui et le non au coude à coude. La capacité de chaque camp à déplacer les électeurs décidera du résultat. Chez nous, avec le début des vacances, l'aéroport de Zaventem a été pris d'assaut ce matin. Un dispositif particulier avait été mis en place par l'aéroport pour prévoir l'afflux des passagers, comme par exemple un renforcement du personnel. Mais ce matin, 3 policiers étaient absents. Les files se sont allongées au niveau des contrôles de sécurité. Les passagers ont dû prendre leur mal en patience et ont fait la file pendant 1h30 environ. À présent, tout va bien grâce à l'arrivée de renforts. Vous en avez sans doute souffert un peu, voire même beaucoup. Il a encore fait très chaud cette nuit. Le thermomètre est monté jusqu'à 25 degrés, un record depuis le début des mesures en 1833. Une nuit particulièrement chaude donc, et cela va continuer aujourd'hui puisque le mercure pourrait atteindre les 40 degrés. Face à des températures aussi élevées, chacun a ses techniques. Cela dit, il y a des groupes à risque et c'est le cas des femmes enceintes. Des femmes enceintes, pas facile pour elles de se reposer alors que le jour J approche. Maxime Binet. Sabrina est âgée de 23 ans et attend son 2e enfant. Pas simple pour une femme enceinte de faire face à la canicule de ces derniers jours. Pour diminuer les effets de la chaleur, c'est souvent le système D parce que les désagréments s'accentuent. Je reste à l'intérieur dans les endroits frais. Maintenant après j'ai des problèmes de gonflement, etc. dû à la chaleur. Après de rétention d'eau qui est accentuée à cause de ça, mais après ça va encore. Les doigts ou les pieds qui gonflent, la rétention d'eau est l'un des nombreux problèmes auxquels est confrontée la femme enceinte. Et cela s'accentue en période de hausse de température, mais pas pour l'enfant à l'abri dans le ventre de sa maman. En fait, le bébé est maintenu dans le liquide amniotique, il garde une température identique quelle que soit la chaleur extérieure. Donc c'est rassurant pour les mamans, elles souffrent, mais leur bébé ne souffre pas du tout. Bonjour. Bonjour. Voilà. Mais ce qui inquiète Sabrina, c'est l'après-accouchement. Son nourrisson, une fois né, devra peut-être subir la même chaleur de ces derniers jours. Sabrina anticipe et vient donc chercher les bons réflexes. Donc quand il fait chaud, vous mettez beaucoup plus souvent votre bébé, puisqu'il y a tout dans le lait. Vous lui apportez l'eau, les lipides, le sucre, vraiment tout. Et quand vous avez chaud, ça veut dire que le bébé il a également chaud, donc vous déshabillez, vous laissez en body. La femme enceinte fait partie des groupes à risque. Colline, jeune maman, a donné naissance à son premier enfant, Noam. Durant sa grossesse et surtout son accouchement, elle a veillé à se prémunir des effets de la canicule. Comme j'ai fait une péridurale, on ne peut ni boire ni manger. Donc en fait, ma kiné prénatale nous avait conseillé de prendre un brumisateur sur soi et de vaporiser de l'eau sur son visage et dans sa bouche. La clé pour faire face aux températures caniculaires, c'est l'hydratation. Et Sabrina le sait désormais, il est nécessaire de boire beaucoup, jusqu'à 2 litres d'eau par jour, pour éviter tout danger et ainsi protéger son bébé. Oui, et quand il fait si chaud, tout le monde se doit de respecter certaines règles de prudence. Par exemple, rester à l'ombre, porter un chapeau, mais aussi éviter de faire du sport. C'est la raison pour laquelle les organisateurs de la course de Cuistax de Bossu ont décidé d'annuler l'événement prévu aujourd'hui. En 20 ans, c'est la première fois que les équipes de Cuistax ne s'affronteront pas dans ce village du Hainaut. Une décision raisonnable, mais qui n'a pas été facile à prendre, comme nous l'explique l'organisateur de cette manifestation. On a eu l'avis d'un médecin qui, nous a pas dit ne la faites pas.
mais il nous a vraiment fait comprendre que si on la faisait, on prenait quand même de très gros risques. Et même sans l'avis du médecin, de toute façon, nous-mêmes, on est quand même conscients. Quelques-uns parmi nous sont sportifs et savent quand même que faire du sport sous une chaleur accablante, il faut vraiment être habitué. Donc aucun regret, même si on est triste. Le long de la Semois, en revanche, pas d'annulation. Le festival Trail se déroulera comme prévu. Les organisateurs n'avaient pas la possibilité d'avertir tout le monde. Ils se rassurent en évoquant le fait que le parcours se déroule principalement en forêt et donc en grande partie à l'ombre. Laurent Van de Berg. La chaleur ne les a pas arrêtés. À 8h ce matin, 200 trailers se sont lancés dans une course folle. 55 km par plus de 30 degrés. Un parcours nature souvent escarpé. Mais par ce temps, est-ce bien raisonnable? L'organisation a décidé de maintenir l'événement. Le trail d'abord, c'est une spécialité en course à pied qui se fait dans des conditions souvent difficiles, donc pour le relief, pour la température justement. Et donc les coureurs sont habitués, s'entraînent régulièrement sur des conditions telles qu'aujourd'hui, cette situation pour eux, elle est spéciale pour les spectateurs, mais je dirais, eux, ils sont fournis énormément de gourdes d'eau, ils savent que l'organisateur va prévoir plus de ravitaillement. Le parcours est boisé, mais les organismes souffrent. Nous retrouvons les premiers à la mi-course au point de ravitaillement. C'est dur, c'est dur. Il fait chaud et c'est fort vallonné. Voilà. La chaleur, justement? Oui, j'ai déjà bu pas mal d'eau. Pour le moment, je gère à la fréquence cardiaque, donc je vais doucement. On gère tranquillement. Et la chaleur? Si on fait attention, ça se gère, quoi. Vous avez hésité à ne pas venir à cause de la chaleur? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Dans la gestion, puis c'est tout, on va moins vite que d'habitude. Est-ce que vous avez pensé à vous arrêter? À la ligne d'arrivée, oui. C'est le seul endroit où s'arrêter. 4 ravitaillements pour le grand parcours en total, complet. Des ravitaillements avec des chips, avec des sucrés, avec de l'eau, coca. Et puis on a mis supplémentairement, 3 ravitaillements d'eau sur le parcours. Quelques kilomètres derrière, les premiers abandons. Je pense qu'on va arriver dans les prix de midi, la chaleur commence à taper fort. Là, le monsieur qui vient d'abandonner, il n'y a pas de casquette, c'est déjà un tort, c'est une obligation. Une petite bouteille d'1 demi-litre d'eau, c'est pas assez non plus. Donc voilà, un abandon. Le trail continue, le premier arrivera après 5 heures d'effort. Dans quelques instants, plus de 1000 participants se lanceront à leur tour sous le soleil pour 26 et 16 km. Un mot pour eux, courage. À suivre dans ce journal, en France, la Cour de cassation valide l'inscription d'enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger, une pratique pourtant interdite sur le sol français. L'heure du départ est arrivée pour les étudiants étrangers venus passer une année en Belgique grâce à l'AFS, des au revoir parfois déchirants. Et puis départ du Tour de France aujourd'hui, nous serons en direct d'Utrecht avec Laurent Brevier. Nous évoquerons avec lui la polémique liée au coureur néerlandais Lars Boom. La France, face à ces contradictions, la loi française interdit clairement la gestation pour autrui. Mais hier, la Cour de cassation a autorisé la délivrance de papiers d'identité à un garçon né de mère porteuse à l'étranger. Une décision qui était très attendue par les parents de l'enfant. Nora Khalifi. Il brandit la décision du tribunal avec joie. C'est un grand jour. Elle autorise l'inscription au registre national français de Kolia, 4 ans, né en Russie de mère porteuse. Une victoire pour Dominique Borren et son compagnon Jérôme Gouraud. Il s'agit ni plus ni moins que de la reconnaissance pour nos enfants, pour notre fils et pour tous les autres enfants, du simple fait d'être français et d'avoir les droits qui y sont attachés. Rien de plus, rien de moins. Jusqu'ici, la Cour de cassation avait toujours refusé ce genre de pourvoi. Mais la France a été récemment condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, pour qui un enfant né légalement à l'étranger d'un parent français doit avoir accès à l'état civil. Qu'il soit issu d'une mère porteuse ne peut donc constituer un obstacle. Ça va faire incontestablement jurisprudence, puisque la décision de la Cour de cassation remet incontestablement en cause sa jurisprudence antérieure. La décision influencera positivement le parcours administratif de ces enfants. Mais en France, la loi ne change pas. La gestation pour autrui reste passible de sanctions. La GPA demeure prohibée en France, sur le plan civil et sur le plan pénal. Il s'agissait uniquement là de reconnaître le droit pour Kolia Borren de figurer sur les registres français de l'état civil. La question à la Cour de cassation était circonscrite à ce seul problème-là.
Les couples français continueront dès lors à se tourner vers des pays qui autorisent et encadrent la gestation pour autrui, comme les États-Unis, l'Inde ou les Pays-Bas, des démarches souvent onéreuses et qui poussent de nombreux couples à agir de façon clandestine. 3 grandes piscines installées sur le site du Flanders Expo de Gand. Il ne s'agit pas d'une compétition nautique, mais bien d'un rassemblement de témoins de Jéhovah, un congrès international dont le thème est « Imitons Jésus ». Près de 160 nouveaux adeptes seront d'ailleurs baptisés aujourd'hui. Fiona Collien. C'est le moment fort du week-end. Dans une salle comble, devant 27 000 témoins de Jéhovah venus de toute la Belgique et de l'étranger, 160 personnes se font baptiser. Immersion complète dans ces 3 bassins amenés pour l'occasion. Chaque année, on aime bien se retrouver. C'est comme vous savez, quand une famille s'aime bien, les membres aiment bien se retrouver pour le barbecue annuel. Alors on ne va pas dire que c'est un barbecue, c'est une réunion religieuse, mais c'est surtout parce qu'on a envie d'être ensemble. Notre amour chrétien, notre amour fraternel nous pousse à nous réunir régulièrement. Cet homme, lui, est témoin de Jéhovah depuis ses 16 ans. Est-ce que les témoins de Jéhovah ont beaucoup changé depuis vos 16 ans ? Eh bien, pas particulièrement, non. Je pense que l'idée, c'est qu'on s'est adapté un petit peu aussi à la façon de vivre des personnes dans le monde. C'est vrai que, quelque part, on attire peut-être plus l'attention maintenant sur la façon de pratiquer vraiment le christianisme. Avant, c'était peut-être un petit peu plus théorique. Avec ce rassemblement gigantesque à Gand, les témoins de Jéhovah veulent démontrer leur modernisme. Les vidéos sont nombreuses, les conférences sont données dans 13 langues et aussi en langue des signes. Des délégués du monde entier ont fait le déplacement. On dort dans un hôtel, ici tout près du hall d'exposition. C'est un chouette endroit, beaucoup de nos amis sont là, des gens de la convention. Ça nous donne beaucoup d'encouragement, des conversations agréables et on est bien accueillis. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah comptent 8 millions d'adeptes dans le monde. En Belgique, ils seraient 25 000, un chiffre en légère baisse ces dernières années. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le fait que ce soit des gens convaincus, engagés, qui vivent leur foi et qui sont en adéquation avec les enseignements du Christ. Convaincus, ici ils le sont. Pas une voix discordante dans les allées. Le rassemblement continue jusqu'à demain soir, mais les baptêmes sont terminés. Elles sont italiennes, brésiliennes et japonaises. Leur point commun, elles ont passé une année en Belgique grâce au programme interculturel AFS. Cette organisation internationale met en contact des centaines de jeunes dans plus de 50 pays à travers le monde. Aujourd'hui, c'est donc l'heure du départ. Reportage d'Isabelle Pesès, Clémence Datte et Céline Liégeois à Namur et Fleurenne. C'est le dernier jour d'école pour Chino, le moment des adieux. Dans quelques jours, la jeune fille rentrera chez elle au Japon. J'ai rencontré beaucoup super amis. Oui, je n'oublie jamais dans ma vie. On a passé de bons moments ensemble et maintenant, c'est une personne importante pour moi. Elle va me manquer. À Fleurenne, Chiara et Amanda reçoivent leurs amis une dernière fois. Les 2 jeunes filles sont en Belgique depuis près d'1 an. Elles ont étudié ici en 5e secondaire et pour elles aussi le départ approche. D'un côté, on est sûrement triste parce qu'après 1 an, on quitte tout ce qu'on a connu. On s'est construit une vie, disons. Et maintenant, il faut la quitter, justement, quand on vient de s'habituer. Mais d'un autre côté, je veux bien revoir ma famille. Et je trouve que c'est une expérience... tout est magnifique. Maintenant, le plus triste est la fin, malheureusement, car on s'attache vraiment. Dans la famille namuroise aussi, le départ sera difficile, car des liens se sont noués. C'est comme une sœur, donc on a fait énormément de choses. On s'est beaucoup, on a dit nos petits secrets et tout ça. C'est une complicité qui naît et c'est assez chouette. Il a fallu apprendre à se connaître, s'adapter aussi aux habitudes, aux coutumes des uns et des autres. Au Japon, on ne fait jamais de visite avec des amis, ni parents, ni des sœurs. Oui, donc c'était très étonnant, choquant. Elle nous a ouvert à une autre culture, elle nous a fait réfléchir sur nous-mêmes, elle a aussi... la famille s'ouvre, quoi. Ça nous a appris beaucoup de choses aussi, à pouvoir plus gérer ces moments parfois où on se lève, où on n'est pas de bonne humeur. Voyant Chino
imperturbablement souriant. On avait l'obligation d'être aussi souriant et de bonne humeur et je crois que ça fait beaucoup de bien et ça fait réfléchir. À Florène, c'est devenu une habitude. Depuis que les 3 fils de Michel et Geneviève ont quitté la maison, chaque année, le couple accueille des étudiantes étrangères. Nous avons encore des contacts avec tous les étudiants que nous avons accueillis. Et en plus de ça, il y a 2 ans, 3 d'entre elles sont revenues en Belgique. Donc nous les avons déjà revues et certaines d'entre elles, nous les avons déjà revues plusieurs fois. Pourtant, l'expérience n'est pas toujours facile et il faut parfois s'adapter en chemin. Disons déjà au départ, cette jeune fille voulait vivre dans une famille avec des enfants. Et donc c'était déjà un critère qui n'était pas marqué dans son dossier. Et donc on a fait en sorte qu'elle aille dans une famille avec des enfants. Pour ces 2 jeunes filles, l'année s'est déroulée sans accroc, même si Chiara a dû faire quelques efforts. Au début, je n'aidais pas trop parce que chez moi, j'aide quand même. Mais mon père, il fait la vaisselle, par exemple. Et ici, avec le temps, j'ai appris aussi à m'améliorer. Fin août, Michel et Geneviève accueilleront leur 10e étudiante. À Namur, la famille d'accueil de Chino prendra son temps, avant peut-être de renouveler l'expérience. Personnellement, j'ai besoin d'un petit peu de temps parce que les liens étaient très forts et puis il faut qu'on se retrouve aussi parce que la famille, a besoin, je pense, on a besoin d'être à 4 un moment et puis oui, certainement, pourquoi pas d'ici 2-3 ans renouveler l'expérience avec AFS. En attendant, la famille va savourer ses derniers moments à 5. Revenons sur les routes en Belgique avec l'histoire presque cocasse d'un automobiliste qui habite près de Bruxelles. Depuis des mois, son GPS affiche les cartes de la région bilingue de Bruxelles uniquement en néerlandais. C'est un détail pour le constructeur, mais pas pour le conducteur. Maxime Binet. Cette voiture est pratiquement neuve, elle n'affiche que 8 mois au compteur. Pourtant, elle aurait besoin d'une bonne mise à jour. Son GPS a un problème, il n'affiche que les rues en néerlandais, alors que nous sommes dans une région bilingue. Lorsqu'on se trouve à Bruxelles, le GPS indique les rues en néerlandais, alors qu'on aurait bien voulu avoir ces rues en français. Ce n'est pas la voiture de M. Saïd, mais le véhicule de société de son épouse. Le problème linguistique du GPS a été détecté très tôt, dès la réception de la voiture, mais depuis rien, pour M. Saïd, il s'agit avant tout de principe. Déjà depuis le mois de novembre, et toujours il faut attendre des semaines et des semaines pour avoir une réponse qui implique une autre lettre, qui implique une autre réponse. Juste ce choix qui m'enquiquine. Je ne veux pas subir et qu'on m'impose le néerlandais alors que je veux que ça soit du français. À vrai dire, Mercedes n'est pas l'unique responsable. Pour ces appareils intégrés, les constructeurs automobiles passent des contrats avec les entreprises qui émettent au point un bug est survenu dans les fonctionnalités de base de l'appareil. Au niveau de Stuttgart, du constructeur, ça a été un oubli quelque part dont nous sommes désolés vraiment et que nous voulons absolument solutionner, mais ce ne sera pas évident dans les jours à venir, ce sera de plus long terme. Un problème qui ne se règle pas au niveau belge, mais bien à un niveau supérieur. Tout se passe entre les 2 maisons mères, au cours de négociations qui peuvent prendre du temps. Ainsi, il est possible que Mercedes ait demandé à Garmin uniquement certaines couches au niveau de la cartographie. Garmin Belux n'a rien à voir malheureusement là-dedans. C'est effectivement Garmin États-Unis qui a passé un contrat avec les sociétés automobiles dont nous ne savons pas grand-chose malheureusement. Des défauts de ce type ont déjà touché d'autres marques de voitures. Dans tous les cas, il existe une procédure. Contacter l'importateur. C'est uniquement à ce moment-là que le constructeur peut intervenir. Avant Saharien a soufflé hier sur le festival Couleur Café à Bruxelles, une 26e édition placée sous le signe de la canicule. La température a encore grimpé de quelques degrés au cours de la soirée en fonction des différents artistes présents. Le festival Couleur Café, c'est l'amour de la musique et des histoires d'amour tout court. Reportage Nadia Salmi. Jusqu'au bout de la nuit, ils se sont embrassés au rythme des musiques qui leur collent à la peau. L'amour Couleur Café, c'est un festival d'émotions, en plein jour aussi. Derrière chaque couple se cache une histoire. Certains ici sont venus fêter un anniversaire particulier. C'était comment votre rencontre? Magique, comme Couleur Café, non? C'était ici le premier baiser. Bon, pas vraiment ici, mais bon. Le premier regard, ouais. Voilà, et 2 ans après... Bon, voilà. Magie intacte du début, ici et là.
Après ceux qui s'en souviennent, rencontre maintenant avec Sam et Alice. On est ensemble depuis 5 mois et Couleur Café, ça va permettre de nous rapprocher, de renforcer les liens sur toutes les musiques et tout ça. Enfin, vraiment. C'est bien de découvrir de nouveaux artistes et pour plus tard les suivre et voir leur développement. Vous êtes hyper romantique. Ouais, ouais. Le romantisme, c'est la note en plus. Le petit détail qui fait la différence, enfin presque. Vous êtes en couple? Ah non du tout. On vient de se rencontrer, enfin on se parle en fait. On vient de se rencontrer, c'est vrai. Mais qui sait comment ça se terminera? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah, un peu d'humour aussi. Raté, mais ce n'est pas grave. Au festival Couleur Café, les rencontres sont nombreuses et la musique omniprésente. Quelle musique décrit le mieux votre couple? C'est très différent parce que lui aime tout ce qui est rap, moi beaucoup moins, voire pas du tout. Et moi c'est plus le rock et l'électro. Donc c'est vraiment ce qui représente bien Couleur Café parce qu'il y a de tout. La preuve sous le chapiteau avec Wyclef Jean, qui fera comme toujours monter la température d'un cran. Et c'est d'une autre passion dont nous allons parler à présent, c'est du cyclisme. Le départ du Tour de France sera donné dans quelques minutes avec un contre-la-montre de 13,8 km autour d'Utrecht, aux Pays-Bas. Mais ce matin, c'est le cas de Lars Boom qui alimente les conversations. Laurent Brevier, vous êtes pratiquement sur la ligne de départ du Tour. Alors dites-nous, que se passe-t-il exactement avec le coureur néerlandais ? Vous savez, Anne, sur le Tour de France, avant le départ, eh bien, tous les coureurs passent un examen médical. C'était le cas pour Lars Boom et pour son équipe. Les résultats étaient satisfaisants aux yeux de l'UCI et donc Lars Boom a été déclaré apte à prendre le départ, même si son taux de cortisone était anormalement bas. Le problème, c'est qu'Astana, son équipe, est membre du MPCC, un mouvement pour un cyclisme crédible, une association qui lutte plus intensément contre le dopage. Et là, les normes sont plus strictes. Le MPCC a donc demandé à Astana de retirer son coureur de la compétition. Anne, c'est un petit peu comme si vous étiez membre d'une association de conducteurs raisonnables et que la loi, le règlement entre vous, c'était de ne pas dépasser les 100 km sur l'autoroute. Si vous êtes contrôlé à 120, vous ne subirez aucun préjudice aux yeux de la loi belge, mais votre association pourrait vous demander de prendre du repos, du recul pendant quelques jours. C'est ce que le MPCC a demandé à Lars Boom, mais dans ce cas, la décision finale appartient à son équipe, Astana, et selon nos informations, Lars Boom sera au départ tout à l'heure de cette 102e édition du Tour de France. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions en direct donc d'Utrecht. Alors Lars Boom, c'est un équipier de Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour l'année passée. Nibali qui souhaite remporter une deuxième fois le maillot jaune, mais la concurrence sera terrible. Quintana, Froome, Contador, détail des forces en présence avec Jonathan Ancio. Vincenzo Nibali paraît de jaune. Le vainqueur de l'édition 2014 du Tour de France s'affiche avec les mêmes ambitions sur le tracé 2015. L'an dernier, il avait profité des abandons de Froome et Contador pour s'imposer, mais le requin de Messine veut prouver qu'il peut les battre à la régulière et visera donc le doublé. Le champion d'Italie est un excellent descendeur, mais les nombreuses arrivées au sommet ne jouent pas en sa faveur. Du coup, les regards se tournent vers Alberto Contador. Le double lauréat du Tour veut effacer sa contre-performance de 2014. Un abandon toujours dans la tête et donc, le récent vainqueur du Tour d'Italie veut réaliser l'exploit de gagner le Giro et le Tour la même année. Son expérience et ses 7 victoires dans les grands tours seront autant d'atouts supplémentaires à ses qualités de grimpeur et de puncher. Seul bémol, El Pistolero a dépensé beaucoup d'énergie sur les routes italiennes. Mais Contador n'a jamais gagné le Tour quand Chris Froome était dans le peloton. Un autre des grands favoris, un autre ancien maillot jaune. Bon rouleur, il sera soutenu par Sky, son équipe, la meilleure sur papier, la meilleure en montagne. Vainqueur en 2013, le Kenyan blanc devrait animer les étapes et veut aussi gommer son abandon de l'an dernier. Reste l'outsider numéro 1, Nairo Quintana, un pur grimpeur qui apprend vite et qui pourra compter sur l'expérience d'Alejandro Valverde. Vainqueur du Giro en 2014, sacré meilleur jeune du Tour en 2013, le Colombien profitera des grandes ascensions et des journées en altitude.
Sauf que cette fois, il sera attendu, la gestion de la pression sera primordiale. Le plateau est relevé, c'est la première fois cette saison que les 4 magnifiques sont réunis sur une même course. La lutte pour être en jaune à Paris s'annonce animée. La météo cet après-midi, il va faire très chaud. Les températures dépasseront par endroits les 35 degrés. L'air est un peu plus respirable en bord de mer. Un orage n'est pas exclu sur l'est du pays. Voilà, c'est la fin du journal. Je vous retrouverai avec plaisir à 19h30. Très bel après-midi.